Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Trois sujets au menu de ce forum de la presse. Le projet de loi sur le découpage administratif qui suscite des réactions à travers le pays. La situation des sinistrés des inondations à Koro et Yangasso dans la région de Sikasso. Et le processus de paix et la situation sécuritaire au Mali. Nos invités sont Maman Sissé du groupe Renouveau, Badou Escobar du Carrefour et Makan Kone au téléphone de la Nouvelle Libération. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous allons parler d'abord du nouveau découpage administratif qui n'est pas encore officiel mais qui suscite tant de réactions. Pourquoi, Maman Sissé? Oui, d'abord, bonsoir à nos auditeurs. Merci à Studio Tamani de l'avoir invité pour parler de ce sujet qui passionne depuis le week-end dernier. Oui, ça suscite des débats parce que le découpage, ça concerne chacun de nous dans nos terroirs respectifs. Alors, si on devait être dans un ensemble, ça doit se faire dans un cadre vraiment bien organisé. Et à mon humble avis, l'autorité, le pouvoir n'a pas bien communiqué sur cette affaire puisque, selon nos informations, c'est d'abord une fuite. Le document, il est antidaté, ce n'est pas officiel. C'est au stade de projet. Est-ce que le pouvoir l'a fait parce qu'il fallait sonder l'opinion ou il y a une volonté véritablement de... Donc vous voulez dire qu'il se pourrait que ce ne soit pas une fuite, que ce soit les autorités elles-mêmes qui l'ont publié pour avoir l'avis de l'opinion? Justement parce qu'il y a un document qui n'est pas d'abord... qui n'a pas eu l'assentiment en tout cas des populations, parce que jusqu'ici on ne sait pas, on n'a pas vu des concertations à la base qui montrent que véritablement on devait aller vers cette réforme qui, faut-il le rappeler, est nécessairement devait se faire dans un cadre purement bien organisé. Que pensez-vous de ces différents types de communication, des fuites, des informations qui passent sans que ce soit officiel et les autorités qui ne réagissent pas, M. Badou Escobar? Je pense que d'abord, je tiens à saluer nos éditeurs et auditrices qui sont en train de nous écouter en ce moment précis. Pour rebondir sur votre question, par rapport au découpage administratif, apparemment, l'État n'est pas en train de communiquer. Et le fait que l'État ne communique pas est en train de susciter un vif débat. Vous savez qu'avec le nouveau découpage administratif, normalement, Kidal doit se retrouver avec 8 régions. Il y a un autre aspect, il faut 60 000 habitants. 8 cercles ou 8 régions? 8 cercles. Kidal doit se retrouver avec 8 cercles. Parce que récemment, on a nommé les gouverneurs pour les nouvelles régions. Il s'agit de la région de Djouila, de la région de Kouchala, de la région de Nioro du Sahel et de la région de Bougouni. Donc récemment, on a nommé les gouverneurs. Donc, avec le nouveau découpage administratif, normalement, Kidal doit se retrouver avec 8 cercles. Mais il y a un problème qui se pose. Il faut 60 000 habitants pour qu'il y ait un député. Bon, si vous prenez les régions du Nord dans leur ensemble, surtout la zone spécifique de Kidal et de Meneka, si nous tenons compte du nombre d'habitants, ça va poser des problèmes au niveau de l'hémicycle. Au-delà de ça, il y a les communautés de culture songwe qui ne sont pas d'accord avec ce nouveau découpage administratif et ils s'en prennent déjà à Agarlaf. Ils estiment qu'Agarlaf veut favoriser la région de Kidal parce qu'il vient de Kidal, parce que Kidal se trouve ses parents. Qu'est-ce que ça coûte à l'État de communiquer en disant juste que ce document est officiel ou ne l'est pas? Ou ce document est un document sérieux ou pas? Non, moi je pense que l'État est en train de jouer au jeu de ping-pong. Ce n'est pas normal. Quand il y a des telles décisions, il faut communiquer, il faut entrer en contact avec le peuple. Il faut dire au peuple ce qui se passe exactement. Parce que les gens ont besoin de savoir. C'est ce que j'ai dit. Le problème du Mali a toujours été un déficit de communication. Donc, souvent, on s'en tient aux rumeurs de palais. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que l'État communique, il faut que l'État explique pour qu'il y ait eu ce découpage administratif. Déjà, dans certains documents, il est dit qu'il y aura 20 régions, 10 communes. Donc, on a besoin d'en savoir davantage. Surtout nous qui sommes de la presse, les gens nous demandent à longueur de journée en ville, mais l'État veut procéder à des découpages administratifs, l'État veut faire ceci, l'État veut faire cela. Mais vraiment, il faut que
L'État communique d'abord avec la presse. Et nous, de la presse, il faut que nous communiquions avec l'ensemble de la population pour expliquer à la population ce qui se passe exactement. D'accord. Makankone, on parle de 20 régions et également de 10 communes dans le district de Bamako. Même si ça peut être avantageux selon certains, est-ce que ça ne coûterait pas énormément cher pour l'État? Makankone? À vous, Maman Sissé. Est-ce que 20 régions et 10 communes pour le district de Bamako, ça ne va pas coûter plus cher pour l'État? Oui, j'ai envoyé la chandelle. C'est-à-dire si l'État prépare bien la réforme, c'est bien possible qu'on puisse avoir 20 régions ou même plus. Ça permettra en tout cas de décentraliser le travail du gouvernement. Ça permet de décentraliser le travail qui se fait au niveau central. Imaginez, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'important, vous êtes obligé de venir à Bamako. Si vous avez ça sur place, vous avez des administrateurs, vous avez des régions. Moi, je pense que... Mais il y a déjà des régions, pourtant les gens ne vont pas dans ces régions, ils viennent à Bamako. Est-ce que vous pensez que ces régions de plus, ces cercles et communes de plus vont changer quelque chose dans cette situation? Normalement, cette réforme, elle est faite, elle est pensée pour changer en tout cas la vie au niveau local. Maintenant, ça dépend du contenu que l'État va donner à ces régions. Sinon, dire que c'est trop, moi je pense que ce n'est pas trop. Il est temps, ça c'est mon point de vue, que chacun de nous se retrouve dans son tiroir. Moi, ça ne coûte rien, demain après-demain, de plier bagages et de partir à Tombouctou m'asseoir. Mais il faut que je trouve toutes les commodités dont j'ai besoin. Aujourd'hui, si je suis malade, que l'hôpital de Tombouctou, que je trouve toutes les spécialités dont j'ai besoin. Si je devais aller à Tombouctou, il faut que j'ai l'eau potable. Je ne parle pas de route et autres là. Donc, c'est des exemples comme ça. Je donne aussi encore le cas typique de la région de Tombouctou. Quand vous voyez le cercle de Gourmara-Rousse qui va dans cette réforme qui est annoncée, même si elle n'est pas officielle d'abord, il y a Gourmara-Rousse qui va devenir une région. Si vous voyez la position de Gourmara-Rousse, vous voyez, Gourmara-Rousse, c'est dans le vide. C'est une région qui est éloignée. C'est même difficile pour le gouverneur de Tombouctou de partir à Gourmara-Rousse. C'est difficile pour les autres fonctions. Donc, à mon humble avis, si on devait faire les régions, c'est nécessaire. Mais tout dépendra du contenu que l'État va donner à ces régions. Badou Escoba, est-ce que ça va changer quelque chose dans la décentralisation et l'accès aux services sociaux de base? Ça va fondamentalement changer les choses. Je pense que le Mali même est en retard en la matière. Vous prenez le Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a plus de 32 provinces. Or, le Mali doit être 2 ou 3 fois plus vaste que le Burkina Faso. Donc, de mon point de vue, avec la décentralisation, avec la régionalisation qui est en train de prendre coup, vraiment, c'est une nécessité aujourd'hui pour le gouvernement de procéder vraiment à une décentralisation poussée pour qu'il y ait une administration de proximité. Vous voyez, le Mali, c'est 1 241 238 km². S'il faut quitter Taoudeni ou Menaka pour venir et résoudre ces problèmes à Bamako, vous voyez que c'est compliqué. Donc, les distances sont telles qu'il faut impérativement une administration de proximité. Il faut que les citoyens puissent savoir qu'ils peuvent résoudre un certain nombre de problèmes sans venir à Bamako. Et je pense que l'université de Banyangara, dont la première pierre a été posée par le Premier ministre, entre dans ce cadre. Sigasso aussi aura bientôt son université. Donc, avec la décongestion, donc, il y aura moins de jeunes étudiants qui vont venir à Bamako. Parce que la plupart des gens... Vous êtes sûr? Parce que quand on demande aux gens, plusieurs fois, les gens vous disent « Mbeta à Bamako, je vais à Bamako voilà. ». Bamako est aimé, c'est le nom, c'est pas seulement les services sociaux de base qui sont offerts ici, mais c'est juste le nom qui est aimé. Est-ce que vous pensez dans ce cas que ces nouvelles régions vont pouvoir accueillir des gens? Ce que je vais vous dire, Bamako c'est l'enfer. Beaucoup ne le savent pas. Nous, nous le savons. Nous qui ont eu le bac pour venir étudier ici. Parce que nous, c'est le bac qui nous a amenés ici. Voilà, le bac, c'est comme notre visa. Notre visa a été le bac. Donc, je ne pense pas que ceux qui sont au niveau local sont d'accord avec vous. C'est l'enfer. Bon, ça, je vous dis parce qu'ils pensent pouvoir plus gagner ici que chez eux. Non, ils se trompent lourdement. Moi, je pense que si vraiment l'État arrive à faire cette régionalisation, que chaque chef-lieu de région et son université, je crois que ça va contribuer à décongestionner à Bamako et ça va contribuer au développement de ces régions. Parce que ces régions ont besoin d'être développées, surtout les régions du Nord. Vous savez que la nature a horreur du vide. Ce qui se passe au nord du Mali est dû au fait que pendant longtemps, le Nord a été délaissé. Et pendant longtemps, le pouvoir central a fait du Nord, spécifiquement de la région de Kidal et de la région de Taoudé, des zones de punition.
Vous n'avez pas vu le film de Figné? On a dit qu'on va amener Ba sur le sable. Donc la famille de Ba a tout de suite paniqué, pensant que Ba va partir sur le sable. Donc pendant longtemps, les autorités ont fait croire aux zones du sud que le nord c'est l'enfer. Si vous partez au nord, votre vie est terminée. Donc il faut que les données changent. Je pense que cette régionalisation, cette décentralisation poussée va peut-être permettre... Mais avec tous ces avantages que vous citez, pourquoi ça suscite autant de réactions? Non, ça suscite autant de réactions parce que l'État n'a pas communiqué. Mon confrère l'a dit. L'État n'a pas communiqué sur le découpage administratif qui va bientôt avoir lieu. Donc l'État n'a pas réellement communiqué. L'État n'a pas expliqué aux populations de quoi il s'agit. C'est ça le problème. Du côté de l'État, c'est toujours l'omerta. Même nous qui sommes de la presse, vraiment, nous sommes pratiquement au même niveau d'information que la population. Il faut que l'État rompe avec cette situation. Il faut que l'État explique réellement pourquoi ce découpage administratif. Parce que déjà, vous savez, il y a une association des régions non opérationnelles qui est en train de lutter pour que toutes les régions soient opérationnelles. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc, il faut que l'État explique aux uns aux autres que, bon, nous voulons créer les régions, mais ce serait par étapes. Peut-être nous allons prendre une région chaque année pour développer cette région. Nous ne pouvons pas développer l'ensemble des régions. Là, la population pourra comprendre. Parce que déjà, il y a des cercles qui peuvent être érigés en région, qui sont en train de se plaindre pour dire que Taoudéni et Ménakan sont devenus des régions. Pourquoi pas eux? Mais Taoudéni et Ménakan sont devenus des régions pour des régions stratégiques. Vous savez que Taoudéni est à peu près à 800 km de Tombouctou. Donc c'est très éloigné. Ménakan doit être à 300 à 400 km de Gao. Vous voyez la distance. Donc il faut impérativement qu'il y ait une administration de proximité pour que les populations puissent gérer certaines affaires sans venir à Bamako. Une explication qui semble facile, la façon dont vous le dites. Alors qu'est-ce qui empêche le gouvernement de communiquer là-dessus? Moi, je pense que ça viendra. Mais déjà, le fait que... Ça viendra, mais quand? Ça viendra. Le fait que le projet a suscité un grand débat au sein d'abord des communautés. Et Badou l'a rappelé tout de suite, les communautés sédentaires du nord du Mali, aujourd'hui rejettent catégoriquement cette forme de gouvernance. Et ils pensent que ces communautés pensent que l'État est en train de favoriser les autres communautés, notamment ceux qui ont pris les armes. Donc, à mon humble avis, l'État gagnerait à communiquer d'abord sur le projet, à faire une large concertation et avoir l'adhésion de l'ensemble des communautés. D'accord. À quoi peut-on s'attendre maintenant? Bon, peut-être s'attendre intelligemment à des concertations. Parce que pour le moment, le projet, c'est un projet. C'est un projet qui est antidaté, qui n'est pas sur la table de l'Assemblée, qui n'est pas passé en Conseil des ministres. Donc on peut dire que l'État a le temps de rectifier les tirs. À vous, Badou. Ce que j'aimerais ajouter, vraiment, il faut que l'État communique parce qu'on a vu l'installation des autorités intérimaires a posé énormément de problèmes. Certaines régions ou certains cercles ont carrément rejeté l'installation des autorités intérimaires pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces autorités intérimaires, surtout les sédentaires. Donc, par rapport à cela, il faut que vraiment l'État fasse une intense campagne de sensibilisation pour que les uns et les autres soient au parfum de ce nouveau découpage administratif. D'accord. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Deuxième sujet, nous allons parler de catastrophes naturelles. Dans la région de Sikasso, des villages sont presque engloutis par l'eau à travers les inondations dans les communes de Kouro et Yangasso. Comment expliquer cette situation, Badou Escobar? L'explication, elle est simple. Vous savez que nous sommes en train de vivre les conséquences directes du changement climatique. Il ne faut pas se leurrer. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'évoluer. Pendant longtemps, les populations, surtout les populations bozo, ont occupé le lit du fleuve. Souvent les bordures du fleuve, pensant que l'eau ne va pas atteindre le niveau d'antan. Donc c'est l'effet contraire qui s'est produit cette année. Donc le niveau de l'eau a atteint des proportions vraiment inquiétantes et le directeur général de la protection civile
le colonel Doumbia a évoqué le cas lors d'une conférence de presse. Donc le niveau de l'eau a augmenté, ce qui fait que certains ont été surpris. La montée des eaux cette année a surpris certains qui occupaient le lit du fleuve. Donc ça a posé énormément de problèmes. Et ce qui a entraîné quoi? Ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Vous savez, pendant 1 ou 2 semaines, dans certaines localités, les élèves n'ont pas pu aller à l'école parce que les citoyens qui ont été victimes de ces cas ont été contraints d'aller loger dans les écoles, etc. etc. Alors, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Ces populations qui occupent le lit du fleuve et également les autorités, certaines d'entre elles qui les autorisent puisqu'elles vendent ces parcelles. Alors avant ça, on va d'abord remercier Mahamadou. Vous étiez quand même le seul journaliste ou l'un des rares journalistes. Et vous étiez sur le terrain, vous avez fait un reportage qui montre les réalités sur le terrain. Nous, on n'était pas là. On se réfère à ton reportage. Donc, le studio Tamani. Le studio Tamani. Voilà, le studio Tamani. Donc, les responsabilités, c'est à tous les niveaux. Mais je pense que la première des responsabilités, c'est d'abord l'État. L'État doit s'assurer que chacun de les citoyens de chaque zone puissent être bien logés. Bodou disait tout de suite que le directeur de la protection civile l'avait dit. Il y avait des alertes. Et ce qui s'est passé dans ces zones, à mon humble avis, devait servir d'exemple pour les autres zones. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que ces inondations sont passées presque inaperçues. D'abord, du côté des médias publics, on n'en parle pas trop. Au niveau des services techniques, on ne communique pas aussi beaucoup là-dessus. On a préféré parler de Bamako et autres. Pourtant, ce n'est pas dans des villages lointains, c'est dans une commune même où il y a un maire ou des maires, puisque c'est la commune de Kouro et Yangasso. Voilà. Et des zones d'agriculture par excellence, selon nos informations. Oui, sur place, ce sont des pirogues. Les habitants utilisent des pirogues pour aller récolter le maïs. C'est un drame, Et moi, je pense que la responsabilité première incombe à l'État, à ses services techniques, à ses services locaux qui devraient quand même avoir le réflexe de travailler en amont, ce qui n'a pas été fait. Pourtant, le service météo a prévenu ces situations. Alors, les mesures d'anticipation sont-elles à la hauteur des dangers au Mali? Oui, des mesures d'anticipation ont été prises pour circonscrire le phénomène. Est-ce que ces mesures étaient suffisantes pour pouvoir vraiment venir à bout de ce problème? Je me pose cette question. Et vous avez parlé de Kouro dans la région de Sigasso, Yangasso dans le cercle des Sangs. Ce n'est pas seulement ces 2 localités qui ont été touchées. Par exemple, récemment, il y a eu plus de 115 mm d'eau à Ansongo. Si vous prenez une localité comme Ansongo, qu'il y ait 115 mm de pluie, forcément, il va y avoir des dégâts. Donc, des dégâts matériels. Donc, par rapport à tout cela, il fallait vraiment prendre les mesures nécessaires. C'est vrai, la protection civile, d'après ce qu'a dit le colonel Doumbia, a pris un certain nombre de mesures et a volé au secours de certains vraiment qui étaient réellement dans les besoins. Est-ce que cela a été suffisant? Au-delà de ça aussi... Mais avant de prendre des mesures pour aider les gens, pourquoi ne pas prendre des mesures pour ne pas que ces gens soient dans le besoin? Vous savez, dans notre pays, il y a un problème très, très grave. Il y a le problème d'incivisme. Souvent, même si vous menez des campagnes de sensibilisation pour dire aux populations vraiment d'abandonner tel endroit en attendant, cette population refuse. Donc, c'est ça le problème. Et au-delà de ça, souvent aussi, les maires aussi commettent des erreurs très graves. Vous prenez la route de Kalabankoro. Il y a la station Oryx à gauche en partant à Kalabankoro. Ça, ce n'est pas normal. Au moment où le maire donnait ce lopin de terre à l'opérateur économique en question, les populations ont fait une pétition pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Parce que si la station est installée, ça va provoquer une inondation. Je vous dis quelque chose. Inch'Allah, l'année prochaine, s'il pleut, il faut aller voir ce qui va se passer là. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Donc, il faut que nos élus locaux, les autorités, prennent toutes les mesures qui s'imposent. Le fleuve n'abandonne jamais son lit. Regarde la place du Cinquantenaire. Ça, ce n'est pas normal. C'est une partie du fleuve qui a été bouchée. On aurait pu trouver un autre site pour installer la place du Cinquantenaire. Parce que le fleuve Niger est une source de vie. Nous vivons de ça. Le fleuve Niger représente ce qui représente le Nil pour l'Égypte. Donc, nous devons préserver ce fleuve Niger. Donc, que les autorités prennent toutes les mesures pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Vraiment, que les services techniques soient permanemment en alerte. C'est-à-dire qu'on mette en place ce qu'on appelle le système d'alerte précoce SAP pour que vraiment de telles choses ne se reproduisent pas. Parce que ça peut entraîner même des morts d'hommes. Il peut y avoir des victimes. Donc, c'est quelque chose qui, en ce XXIe siècle, n'est pas normal.
Donc vraiment, l'État doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent. S'il faut forcer les populations, les obliger à quitter avant, que les eaux, avant la montée des eaux. Voilà. Justement, à Koro, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu des victimes, mais il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Selon le maire de la localité, les populations sont aujourd'hui exposées à des maladies parce qu'il y a eu beaucoup plus de poissons. Mais ces poissons, quand tu les pêches, selon le maire de la localité, il suffit de 3 heures pour que ces poissons commencent à puer. Alors aujourd'hui, les pêcheurs qui sont là-bas consomment ces poissons. Quand on les interroge, ils disent tout simplement que jusque-là, ils consomment ces poissons et ils n'ont rien. Oh, c'est un drame environnemental et il ne faut pas se le cacher. C'est vrai, Badou l'a dit, c'est vrai, la responsabilité première, c'est la responsabilité de l'État. L'État de protéger ses citoyens, mais il y a aussi le fait que les consignes données par les services techniques souvent ne sont pas accessibles aux populations moyennes, c'est vrai. On anime des conférences de presse à Bamako. Il y a la météo qui passe chaque nuit sur des antennes de la télévision. C'est vrai, aujourd'hui, on présente la météo en langue nationale. Mais est-ce que ces mesures sont suffisantes? Moi, je pense que ce qui s'est passé dans ces zones, il faut craindre que ça ne se transforme pas à autre chose. C'est vrai, on a vu des inondations. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais imaginez quand tu perds ton habitat naturel, ce qui va arriver, je ne sais pas. Je pense que cette question a été maltraitée. L'UTT, je le rappelle encore, votre reportage, ça allait être un fait, ça va être banal. Ouais. Voilà. Badou, la population ne doit-elle pas aujourd'hui, elle est la principale victime, se remettre en cause et adopter de nouvelles, des mesures idoines adéquates? Oui, la population doit se remettre en cause et prendre un certain nombre de dispositions, mais avec le concours de l'État. Vous savez, quand il y a des inondations, il faut faire extrêmement attention. Il y a les maladies d'origine hydrique. Donc, ce qui s'est passé à Koro, je ne le souhaite pas, peut provoquer une épidémie de choléra. Donc, ça peut être grave. Donc, il y a des choses qui sont là, qui doivent pousser la population et l'État vraiment à prendre toutes les mesures qui s'imposent, à prendre en compte le danger réel que ça peut représenter pour que nous ne puissions pas vivre un tel scénario. Et ce n'est pas seulement les régions qui ont été touchées. Vous prenez Badlabougou. Derrière Badlabougou, moi j'ai fait un tour là-bas à Bamako ici, mais les Bozons ont été obligés de se déplacer parce qu'ils ne pouvaient plus habiter leur habitat, parce que l'eau a tout envahi, l'eau a tout submergé. Donc ça a posé énormément de problèmes. Donc nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé cette année. L'État et les populations doivent tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé et agir par conséquent dans le futur pour que nous ne puissions pas vivre encore de tels scénarios macabres. Maman, si cela dit, la communication est faite, les sensibilisations sont en cours, mais les objectifs ne sont pas atteints. Alors, quelle politique pour convaincre ces populations-là? Pour convaincre ces populations, je pense que c'est assez simple. En début de saison de pluie, au-delà des communications sur les ondes, au niveau de la télévision, l'État quand même peut déléguer des gens qui peuvent se promener pour vraiment rencontrer les gens qui habitent sur le lit des fleuves, qui habitent le long des cours d'eau, pour leur expliquer les conséquences que peuvent engendrer la montée des eaux et leur demander peut-être de s'éloigner un peu ou bien de prendre des mesures pour qu'en cas de cas, ils puissent être sauvés à temps. Parce que souvent, il y a des inondations dans certains endroits et ces endroits sont inaccessibles. Vous imaginez Est-ce qu'il faut attendre la saison pluvieuse pour ça? Est-ce que c'est pas trop tard? Bon, peut-être parce que les pluies varient selon les saisons. Il y a des années où il ne pleut pas beaucoup, il y a des années où il pleut. Mais de toutes les façons, il faut prendre la mesure du danger. Parce que souvent, vous trouvez, par exemple, si vous prenez le fleuve Niger, souvent il y a des îlots en plein milieu du fleuve. Donc souvent, l'accès n'est pas facile. Et heureusement que récemment, la protection civile a acquis du matériel qui leur permet de naviguer rapidement. Donc, mais au-delà de ça, vraiment, comme vous l'avez dit, il faut que l'État, à l'avenir, et les populations songent à faire de telle sorte que vraiment nous ne puissions pas vivre de tels drames. Vous comprenez, Maman Sissé, que c'est difficile pour un pêcheur également de quitter le bord de l'eau puisqu'il vit de l'eau. Tout à fait. C'est son environnement naturel. Et en plus de son environnement naturel, il gagne sa vie. Il fait aussi vivre d'autres personnes. Parce que quand un pêcheur il pêche, quand même, il alimente la communauté. C'est pas facile. Mais moi, je me pose la question, parce que c'est vous qui êtes sur place, hein, quelles sont les mesures d'urgence déjà sur place
pour qu'on puisse gérer les cas. Parce que si tu perds ton habitat naturel, comment est-ce que les gens ont été recasés? Est-ce qu'ils sont dans les écoles comme on l'a vu ici? Ils sont où? Je ne sais pas. Si cela n'est pas fait, moi je pense qu'il est urgent de le traiter comme on l'a traité dans les autres localités. Alors, selon le maire de la localité, il y a des mesures prises. Parmi ces mesures, réaménager le site à la fin de l'hivernage et les populations victimes sont recasées sous des tentes avec l'appui de certaines ONG et le gouverneur de Sikasso qui était là-bas en fin de semaine. Nous allons parler maintenant de processus de paix et de sécurité au Mali. 6 mois pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et le 15 octobre est fixé pour l'effectivité du processus DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Est-ce un engagement qui assure la population? Non, je ne pense pas. Rassure plutôt. Non, je ne pense pas que ça rassure. Je ne pense même pas que ceux qui ont pris cette décision, d'abord la décision de faire sortir un miracle en 6 mois, sont convaincus que cela puisse arriver. Non. Les réalités sur le terrain, c'est vrai, il y a la calmie. C'est vrai, certains peuvent se satisfaire du fait que il n'y a plus de belligérance sur le terrain. Mais il y a un autre drame sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous partez dans les zones qui étaient occupées, il y a l'insécurité, il y a les braquages. On ne peut plus se déplacer d'une à l'autre. À mon humble avis, 6 mois, c'est irrationnel. Ce n'est pas possible. Et vous demandez dans le coulisses les différents acteurs, ils vous disent que ce n'est pas possible. La même chose pour les DDR. On a fixé le 15, c'est vrai. Zahabi, il est habitué à nous faire ce genre de communication. C'est vrai. Et, disons-le net, il est en train de protéger son poste. Il est en train de protéger son poste. Parce que, pas le Mali, mais son poste. Non, son poste, parce qu'il fait croire aux gens que tout va bien. Attendons, le lundi, c'est le 5, le 15. On verra si les groupes armés vont se cantonner. Parce qu'il faut qu'on commence par ça. Si on se réfère aux documents disponibles au niveau de l'administration, si on se réforme aux informations, alors les camps de cantonnement sont déjà construits. Mais c'est le groupe armé qui refuse de partir. Et pendant ce temps, Zahabi nous fait sortir une communication qui montre que tout va bien. Alors quand vous demandez les acteurs, ils vous disent c'est faux, ça ne va pas bien. Et qu'il y a des difficultés sur le terrain, et ces difficultés, tant que ces difficultés ne sont pas gérées, on ne peut pas parler du début du cantonnement les 15. Peut-être ils vont faire un truc politique, du tape à l'œil, montrer à l'opinion que ça va, alors que sur le terrain, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas alors? Le gouvernement et les acteurs politiques de ces groupes armés qui annoncent des mesures ici, et sur le terrain, on voit que c'est tout autre chose. Pourquoi? Bon, je n'accuse pas forcément l'État. Vous savez, lors de la 27e session du comité de suivi de l'accord, tous les acteurs sur le terrain se sont engagés à se reconnaître dans l'accord d'Alger, à respecter scrupuleusement le contenu de l'accord d'Alger. Mais sur le terrain, on voit une autre réalité. Or, le Conseil de sécurité a décidé de prendre un certain nombre de mesures pour sanctionner ceux qui vont jouer au porteur de troubles. Parce qu'on est en train de dire partout que l'accord d'Alger n'est pas en train de devenir un fleuve tranquille. Or, lors de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, et le président Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta est revenu là-dessus pour dire que vraiment, ils tiennent à l'application de cet accord-là. Et pour rebondir encore sur la question des sites, effectivement, comme l'a dit Maman, des sites ont déjà été installés. Je crois qu'il y a 8 sites qui ont été installés par le gouvernement avec le soutien de la MINUSMA. Mais le problème même, c'est les groupes armés. C'est les groupes armés qui ne veulent pas remplir leur part du contrat. Parce que vous ne pouvez pas être en armes et prétendre que vous voulez aspirer à la paix. Donc les sites de cantonnement, effectivement, ont été installés. Donc les groupes armés doivent impérativement désarmer et pour qu'il y ait leur réintégration au niveau des différents corps de forces armées et au niveau de l'administration. Mais sur le terrain, on est en train de remarquer autre chose. Est-ce que cela veut dire que la branche politique présente à Bamako ne représente pas réellement la branche militaire qui est sur le terrain? Je me pose également cette question. Est-ce que réellement la branche politique est suivie par la branche militaire? La question mérite d'être posée encore une fois. Mais au-delà de cela, pour qu'il y ait réellement la paix, il faut que ces groupes armés désarment. Parce qu'il y a une certaine confusion sur le terrain. Et récemment, les parachutistes de Barkhane, de concert avec les forces armées maliennes, avec le mouvement pour le salut de l'Azawad et la milice d'autodéfense Gacha, ont opéré dans la zone de Meneka et 8
combattants de la CEMA ont été arrêtés, puis relâchés. Donc, cela prouve que, quelque part, la CEMA n'est pas du tout de bonne foi pour que cet accord soit mais est-ce que appliqué. les armes ne sont pas un moyen de protection pour eux? Puisque s'ils déposent les armes aujourd'hui, est-ce qu'ils vont avoir un poids dans les négociations? Non, ils n'ont d'autre choix que de déposer les armes. C'est inscrit dans le contenu de l'accord d'Alger. Le préalable, c'est qu'ils désarment d'abord. Il n'y a qu'une seule force en République du Mali, les forces armées maliennes. Et certains seront intégrés au sein de nos forces armées. Et les forces internationales sont là pour garantir, et pour les garantir s'ils déposent les armes. Il y a l'AMINUSMA, il y a l'opération Barkhane, et ils sont là, et ils vont veiller sur la protection des sites jusqu'à ce qu'ils finissent avec les formations. Mais je me dis peut-être qu'ils sont habitués à leur razzia, etc., etc. Ils pensent que s'ils déposent les armes, s'ils sont cantonnés, vraiment, ils ne pourront plus se livrer à leurs jeux favoris. Vous savez qu'il y a un problème très délicat dans le nord du Mali. Le contrôle des itinéraires de la drogue, le contrôle des routes de la contrebande. C'est ça la réalité. C'est ça le fond du problème. Qui contrôle ça? Mais les groupes armés, surtout la CEMA. Si vous prenez la région de Ménaka, souvent on accuse l'organisation État islamique d'être derrière certaines tueries. Je n'ai pas de preuves, mais je n'accuse pas seulement l'organisation État islamique. Parce qu'il y a un problème de leadership pour le contrôle de ces itinéraires de la drogue, etc., etc. Et récemment, il y a un scandale qui a éclaté en Algérie. Et ce scandale a fait que beaucoup de têtes sont tombées. Et je vous dis que si on approfondit sur les enquêtes, beaucoup de têtes aussi vont tomber à Bamako pour cette affaire de drogue. Je crois que c'est l'une des causes pour lesquelles, jusqu'à présent, on n'arrive pas à retrouver le chemin de la paix. D'accord. Certains pensent que les responsables des groupes armés n'ont pas intérêt par rapport à l'avancement de ce processus de paix parce qu'ils gagnent beaucoup même lors de ces comités de suivi de l'accord. Bon, si c'est comme ça que ça se présente, c'est grave. Mais je pense qu'ils ont plutôt intérêt à ce que le Nord se stabilise. Et je ne pense pas que le nombre de personnes qui sont décédées dans ces événements montre qu'on est en train de travailler de façon normale. Non. Tous les jours, c'est des gens qui tombent. Et pourtant, si on est en paix, tout le monde en profite. Les troupes vont revenir, les partenaires vont revenir. Et vous voyez que ce n'est plus le cas. Vous partez aujourd'hui à Kidal, vous n'avez aucune envie de rester à Kidal parce qu'il n'y a pas la sécurité. Vous partez dans les autres localités, c'est la même chose. Alors que c'était des endroits paisibles. Aujourd'hui, c'est difficile. Donc, ils ont intérêt à ce que le processus de paix avance. Mais c'est vrai, c'est un business. Il y a l'économie criminelle qui se développe autour de ce qui se passe dans le Nord. C'est un fait. Et je pense, comme l'a dit Badou, il est très facile de dire que s'il y a attaque ou il y a tel affrontement, c'est toujours l'État islamique. Quelle est aujourd'hui la responsabilité des groupes armés, notamment la CEMA? La CEMA devrait montrer à la face du monde qu'elle est désormais pour la paix. Et quand on est pour la paix, on fait un geste, un geste de portée. Aujourd'hui, jusqu'ici, ils ont fait quoi? Vous voyez, chaque fois, les CSA se réunissent. Et chaque fois qu'il y a bruit, c'est parce que tout simplement les gens de la CEMA n'ont pas été gérés, ils n'ont pas eu de perdien. Donc, alors que sur le terrain, ça ne va pas. Ils n'ont pas la paix, les autres n'ont pas. Ils ont par leur faute, aujourd'hui, les gens sont dans les camps des réfugiés. Les gens n'ont plus de vie. Les gens ne peuvent même plus aller chez eux. Donc, à mon humble avis, c'est vrai, c'est un business. Il y a l'économie criminelle qui s'est développée. Et cette économie criminelle qui s'est développée dans ces zones, ça profite à beaucoup de personnes. Malheureusement, à ces personnes qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain souffrent. Mais ceux qui sont ailleurs, c'est eux qui en profitent. Ils sont sous les climatiseurs. Excusez, ils font autre chose. Donc, à mon humble avis, ils ont intérêt à ce que la paix revienne, que le processus de paix marche. Et il faut qu'ils fassent un geste. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas fait un geste. La CEMA n'a pas fait un geste grandeur nature qui montre qu'elle veut la paix. Alors, nous avons perdu Makan Kone qui était au téléphone. Je vous pose cette question que je pose à beaucoup de personnes. La situation en 2012 et la situation en 2018, est-ce qu'elle s'est améliorée ou détériorée? Non, de 2012 à nos jours, je peux dire que la situation s'est presque détériorée. Et
cette détérioration s'est fait sentir récemment, surtout dans la région de Ménéka. Il y a eu une série de tirs ces derniers temps. Donc ça prouve que réellement l'accord de paix est réellement en panne. Le processus de paix est réellement en panne parce que les acteurs sur le terrain, surtout la SEMA, ne sont pas en train de respecter leurs engagements. Parce que quand vous apposez votre signature sur un document, vous respectez le contenu de ce document. C'est ça l'esprit de l'accord d'Alger. L'esprit de l'accord d'Alger n'est pas en train d'être respecté. Donc l'accord d'Alger a été signé pour que le nord du Mali redevienne un havre de paix. Apparemment, c'est l'effet contraire qui est en train de se reproduire. C'est vrai, officiellement, les groupes armés ne sont pas en train de s'affronter. Donc ça, c'est quelque chose qui a sali. Mais au-delà de ça, pour rebondir encore sur la question du cantonnement, il y a un problème très délicat qui est en train de se poser. Parce que les groupes armés ont présenté des listes. Et sur ces listes, il y a un problème, il faut tamiser. Parce que sur ces listes, il y a des Afghans, il y a des Pakistanais, il y a des combattants du Front Polisario, etc., etc. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à l'intégration de ces ex-combattants. Sinon, nous allons intégrer des gens qui ne sont pas maliens. D'accord. Alors, Maman, si c'est l'autre question qui se pose, comment la situation sécuritaire peut échapper, si on peut le dire entre guillemets, à toutes ces forces de sécurité qui sont présentes au Mali, les forces armées maliennes, l'AMINUSMA, Barkhane, G5 Sahel et tous les autres partenaires? Comment cela peut-il se faire? Là, c'est cette question qui taraude les esprits des communautés. Et si nous sommes là en train de parler d'un sujet qui, à la limite, on est loin de ce sujet parce que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur place, c'est eux qui sont en train de souffrir. Bon, la dernière fois, je me posais la même question. Une multitude de forces. Tous les experts du monde se sont retrouvés au Mali. Tellement de groupes. On peut dire chaque famille a un groupe. Parce qu'au moins, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a une arme. Sous le prétexte fallacieux de défendre sa communauté ou quoi. Mais sur le terrain, il n'y a pas la paix. Vous voyez des transporteurs qui n'arrivent plus à assurer le tronçon 200 et quelques kilomètres, ils n'arrivent plus à assurer. D'autres ne peuvent même pas faire 5 kilomètres. Vous dépassez, vous quittez Tombouctou à 5 kilomètres de Tombouctou, vous êtes braqué. À mon humble avis, il y a une sorte de lassitude qui profite à certains. Mais ça ne profite pas aux communautés, parce que les communautés, c'est eux qui sont en train de souffrir. Les groupes armés et les terroristes sont-ils plus engagés que toutes ces forces de sécurité qui sont là pour le combat? Je crois que la guerre a pris une autre tournure au fil des ans. Au début, on avait parlé du mouvement national de libération de l'Azawad. Après, les djihadistes sont entrés dans la danse. Et la guerre a pris une tournure communautaire récemment. Vous voyez ce qui se passe au centre, entre les Peuls et les Dogons, etc. Dans la région de Tombouctou, entre les Arabes et les Touaregs, dans la région de Ménéka, entre les Peuls et les Dosak. Donc, la guerre a pris une autre ampleur par la faute des groupes armés. Parce que les groupes armés ont toujours fait preuve de mauvaise foi. Quand je parle des groupes armés, il s'agit spécifiquement de la SEMA. Le problème aujourd'hui, c'est la SEMA. Parce que la SEMA a créé une confusion dans les esprits. Parce que les combattants de la SEMA ont leurs armes. Donc, s'il y a de telles situations, qui est terroriste, qui est combattant, on ne le sait pas. Donc, il faut impérativement que la SEMA soit désarmée. Et c'est ce qui doit être le rôle des forces armées, des forces internationales qui sont présentes au Mali. Ça, c'est le rôle de la MINUSMA. La MINUSMA, elle dit qu'elle n'est pas venue pour faire la guerre. Mais cette MINUSMA dit qu'elle est venue pour que la paix soit, pour que le Mali retrouve le chemin de la paix. Donc, la MINUSMA doit jouer son rôle qui est de contribuer au désarmement de la SEMA. Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le mot même l'indique. Donc il faut impérativement que la SEMA soit désarmée au même titre que les combattants de la plateforme. Donc s'il y a un désarmement collectif, donc là on peut peut-être retrouver le chemin de la paix et on pourra faire un discernement entre terroristes et groupes rebelles. Donc à présent, il y a cette confusion qui existe. Il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Alors, quelle est la solution aujourd'hui? Faut-il une réunion qui va regrouper tous les acteurs, même les populations à la base? Il faut une large concertation entre toutes les communautés. Il faut une concertation entre les forces armées maliennes et les milices d'autodéfense qui sont favorables à l'État, les groupes armés qui ne sont pas favorables à l'État. Et au-delà de ça, pour qu'il y ait une paix globale dans la zone Sahel même, il faut qu'il y ait une large concertation entre tous les pays limitrophes du Mali. Vous avez vu ce qui est en train de se passer dans la Corne de l'Afrique. On a vu récemment le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se rendre
en Érythrée, rencontrer Assef Afewerki. On a vu le premier ministre éthiopien prendre langue avec le président Djibouti Ismaël Omar Guelleh, avec le président somalien Farmajo. Donc, pour qu'il y ait une paix globale dans la contrée de l'Afrique. Je crois que c'est ce qui doit se faire dans la zone Sahel. Le Burkina, le Mali, l'Algérie, le Niger, le Sénégal, l'ensemble de ces États doivent se retrouver, discuter et échanger. Pour qu'un groupe terroriste puisse attaquer, il faut qu'il y ait une base arrière. Récemment, il y a eu des attaques au Burkina. Des mines ont été posées, des soldats ont été tués. On dit que les djihadistes qui ont mené ces attaques sont venus du Mali. Donc cela prouve que tous ces États vraiment doivent de façon concertée discuter, échanger et mettre en place des structures qui puissent permettre de ramener la paix. C'est vrai, il y a la force conjointe du G5 Sahel. Jusqu'à présent, le financement n'est pas bouclé. Ils n'ont mené que 2 ou 3 opérations. Je crois que ça, ce n'est pas suffisant pour ramener la paix dans la région. D'accord. Quelle solution, Maman Sissé? La solution, moi, je pense qu'il faut revoir l'accord de paix. L'accord devrait être vraiment revu. Et moi, je pense que le fait que le gouvernement, récemment, a nommé un ministre qui va s'occuper uniquement de l'accord, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que ça permettrait de ne pas disperser les missions. Et je pense que la solution aujourd'hui, c'est de large concertation au niveau local. Il faut nationaliser l'accord, puisqu'on n'est plus à Alger. Il faut quitter dans les salles climatisées et que les communautés s'approprient l'accord. Expliquer aux communautés ce qui est vraiment le contenu de l'accord. Est-ce qu'on a le temps de revoir cet accord pour la paix? Bon, revoir cet accord, je pense que c'est reculer. On n'a plus le temps de revoir le contenu de l'accord. Ce qu'il faut faire, il faut appliquer l'accord de façon intégrale. L'accord a été déjà signé, l'accord d'Alger, pour que la paix puisse revenir. Et dans cet accord, chacun y retrouve sa part. Je crois que revenir sur cet accord, c'est revenir sur la paix. Or, le Mali n'a pas besoin de ça. Les populations ont trop souffert. Rendez-vous seulement au camp d'Embera en Mauritanie. Vous allez vous rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Je crois que les groupes armés doivent mettre de l'eau dans leur vin. Si réellement ils sont en train de se battre pour leur communauté, s'ils sont en train de se battre pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice au Mali, vraiment ils doivent en faire réfléchir et déposer les armes pour que vraiment nous puissions entreprendre l'avenir en toute confiance. D'accord, il nous reste 4 minutes. Parlons maintenant de la francophonie. Louise Mushikiwabo, la Rwandaise, c'est elle qui est maintenant à la tête de la francophonie. Que pensez-vous de cette nomination, Maman Sissi? Bon, je pense que c'est bon puisque c'est quand même un pays africain, mais c'est aussi... Peut-être c'est l'effort de la diplomatie. Un pays africain, mais le Rwanda. Oui, mais il y a parce que voici un pays qui a tendance à ne même pas parler français. Mais c'est un enfant de ce pays qui vient à la tête de la francophonie. Bon, je pense que c'est la force de la diplomatie et la force, le leadership du président Paul Kagame qui ne souffre d'aucune contestation. C'est un leader qui a su jouer, qui a su se faire respecter. Et c'est vrai, si aujourd'hui un enfant du Rwanda est à la tête, un fils du Rwanda est à la tête de cette organisation, peut-être ça peut rapprocher en tout cas ces pays, à certains pays, notamment Vous la voulez France. parler de la France? Oui. Donc moi je pense que c'est la rançon de la diplomatie Kagame qui est en train de faire des émises. Est-ce pour cela que la France a soutenu la Rwandaise? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, la France sait toujours choisir entre ses intérêts et l'intérêt des autres. Je crois que la France a choisi le Rwanda et c'est pourquoi elle a. D'accord. Alors, autant de polémiques, Badou Escobar, est-ce Louise ou le Rwanda qui va gérer la francophonie? Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Michel Jean, l'ex-secrétaire général de la francophonie. Si vous écoutez son discours, elle dit clairement que la francophonie est en train de reculer. Parce que la francophonie a des valeurs qui doivent être défendues. Et ces valeurs n'ont pas été défendues.
C'est vrai, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, mais elle était candidate également. Est-ce qu'elle ne disait pas ça pour se protéger, défendre également son bilan? Elle disait ça pour se protéger, mais au-delà de ça, si vous suivez l'actualité, c'est vrai, Louise Mushikiwabo, qu'elle devienne présidente de la francophonie, c'est une bonne chose. Et qu'elle représente le Rwanda c'est l'Afrique, c'est une bonne chose. Mais il y a eu un marchandage. Il y a eu un marchandage parce qu'il a fallu que le Canada lâche Michel Jean. Il a fallu que l'Arabie Saoudite retire sa candidature pour être membre de la francophonie. Donc il y a eu tout un marchandage pour que Louise Mushikiwabo soit présidente de l'OIF. Vous savez, il y a un écrivain camerounais qui a refusé de se rendre à ce sommet pour dire que le Rwanda ne mérite pas ce poste parce que le Rwanda est parti au Commonwealth. Au Rwanda, on parle anglais. Et la seconde langue, ça, c'est le français. Donc ça n'a pas plu à certains. D'accord, 30 secondes à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que la francophonie représente aujourd'hui pour l'Afrique? L'Afrique francophone. L'Afrique francophone, quand même, la francophonie a permis un rapprochement entre les peuples parce que la langue rapproche les peuples. Donc, la culture, la langue, donc la francophonie a amené une certaine synergie, un certain rapprochement entre les peuples. D'accord, merci à vous, Maman Cissé. La communication, parce que grâce à cette belle langue que j'apprécie beaucoup, Mamadou et moi, on arrive à se parler. Sinon, Mamadou ne peut pas parler, je ne peux pas bien parler bombard. D'accord, merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Merci à nos invités, Maman Cissé du groupe Renouveau et Badou Escoba du Carrefour. Je rappelle que Makan Kone de la Nouvelle Libération n'est plus avec nous. La ligne a un problème certainement dû au réseau téléphonique. Alors, le grand dialogue est réalisé par la rédaction de Studio Tamani avec Khalifa Sanogo. Merci aux techniciens Gagné Kanté qui vous a permis d'écouter ce débat et Mamadou Ouattara qui vous permettra de visionner ce débat sur Renouveau TV et Énergie TV. Je suis Mohamedou Touré. À la semaine prochaine pour un prochain numéro du Forum de la presse de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.